Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon joueur et un joueur d'exception dans les toutes dernières minutes d'un match, quand tout le monde est complètement épuisé? Mhm. C'est cette capacité à piquer un sprint foudroyant, puis à repartir aussitôt pour une contre-attaque. Encore et encore. C'est exactement ça. Eh bien, cette qualité, elle a un nom, la capacité à répéter les sprints. La fameuse RSA. Exactement. Et aujourd'hui, on plonge précisément là-dedans. On va décortiquer la science derrière cette compétence. Pour ça, on s'appuie sur une source très solide. Oui, une méta-analyse et revue systématique publiée tout récemment, en 2024. C'est ça, dans le Journal of Sports Science and Medicine, l'article s'intitule The Effect of Combined Strength, Plyometric and Sprint Training on Repeated Sprint Ability in Team Sport Athletes. Un titre un peu long, mais qui dit tout. Il est signé par Anxien Liu et ses collègues. Notre mission, c'est de comprendre avec eux quelle est la méthode d'entraînement la plus efficace. L'étude compare en gros l'entraînement dit combiné à des approches plus classiques, on va dire. Alors, pour bien commencer, il faut qu'on définisse les termes. Quand on parle de capacité à répéter les sprints ou RSA, de quoi parle-t-on exactement? En fait, la définition est assez précise. C'est l'aptitude à enchaîner plusieurs sprints très courts. Moins de 10 secondes, c'est ça? C'est ça, moins de 10 secondes, avec des temps de récupération eux aussi très courts, souvent moins d'une minute. C'est vraiment l'essence de l'effort dans les sports co. D'accord. L'article le rappelle bien, que ce soit au foot, au basket, au rugby, le jeu, c'est une succession d'explosions de ce type. Ce n'est pas du tout un effort continu. Donc, ce n'est pas juste être rapide une seule fois, mais c'est la capacité à recommencer quasi instantanément. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. La science a quantifié son importance. Une étude citée dans la revue fait un lien direct. Ah oui? Chez les joueurs de foot, une meilleure RSA est directement corrélée à un plus grand nombre d'occasions de but. Ça veut dire que cette qualité physique, elle se traduit très concrètement sur le terrain. C'est limpide. C'est un mélange de puissance et, disons, d'endurance à très haute intensité. Alors, comment on entraîne ça? L'étude de Lu se penche sur plusieurs méthodes. Oui. Alors, les auteurs ont regroupé les méthodes en plusieurs grandes familles pour pouvoir les comparer. La première, c'est l'entraînement en résistance. La musculation, quoi. Le classique, soulever de la fonte, on pense au squat lourd, ce genre de choses, pour la force maximale. C'est ça. Charge élevée, vitesse lente. Pour construire la base de force. Et puis, on a l'entraînement pliométrique. Et là, on change complètement de registre. Ah, là on passe de la force pure à l'explosivité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on peut appliquer cette force. C'est exactement ça. La pliométrie, elle utilise le cycle étirement-raccourcissement. Pense à des sauts et des sauts en contrebas. L'objectif, c'est d'être le plus réactif possible comme un ressort. Voilà. Passer le moins de temps possible au sol. Et la troisième méthode, c'est la plus évidente, l'entraînement au sprint lui-même. Des exercices qui imitent ce qu'on veut améliorer. Tout à fait. Des sprints à fond ou des séries de sprints avec des récup courtes pour simuler un match. D'accord. Force, explosivité et pratique spécifique. Et le cœur de l'étude, c'est la quatrième catégorie. Oui, ce qu'ils appellent l'entraînement combiné. C'est l'approche qui mélange plusieurs de ces méthodes, parfois dans la même séance. Et la question de cette méta-analyse, qui a compilé 13 études, c'était de savoir quelle est la meilleure stratégie. Faut-il se concentrer sur une seule chose ou est-ce qu'il vaut mieux être un touche-à-tout de l'entraînement? Et le verdict est sans appel. L'entraînement combiné est significativement plus efficace pour améliorer la RSA que de se concentrer sur une seule méthode. Et bien sûr, encore plus que de ne rien faire de spécifique. Évidemment, beaucoup plus que de simplement continuer son entraînement habituel. D'accord, donc le mélange est gagnant. Mais significativement plus efficace, ça veut dire quoi concrètement? L'amélioration est énorme? C'est une bonne question. En stats, on parle de taille d'effet. Et par rapport à un groupe contrôle, l'effet est qualifié de grand. Donc oui, l'impact est très notable. D'accord. Par contre, et c'est une nuance importante, si on le compare à un entraînement qui ne ferait par exemple que du sprint, l'avantage de la combinaison est qualifié de petit. Donc ça apporte un plus, un avantage certain, mais ce n'est pas le jour et la nuit par rapport à une méthode unique qui serait bien menée. C'est ça. C'est un avantage statistiquement prouvé qui fait la différence au haut niveau. L'étude précise même ce qui s'améliore, le temps moyen des sprints et aussi le tout premier sprint, le plus rapide. Donc on devient plus rapide en général sur le pic de vitesse et sur la capacité à maintenir un bon niveau. C'est une excellente façon de le résumer. Ok, donc le principe de combiner est validé. Mais
Ça m'amène à une autre question. J'imagine que toutes les combinaisons ne se valent pas. Est-ce qu'il y a une recette magique qui sort du lot? Et c'est là que l'analyse devient vraiment, vraiment intéressante. Les chercheurs ont regardé dans le détail, dans les sous-groupes. Et oui, il y a un gagnant très clair qui se détache. Alors, La combinaison la plus performante, c'est l'association de l'entraînement pliométrique et de l'entraînement au sprint, le fameux PT plus ST, attends, juste la pliométrie et le sprint. des sauts et des courses. Et la musculation dans tout ça? Eh bien, c'est ça qui est surprenant. C'est même contre-intuitif. On a passé des décennies à dire aux athlètes que pour courir plus vite, il faut être plus fort, donc faire des squats plus lourds. L'étude remet ça en cause? Elle ne le remet pas en cause pour la force maximale. Mais pour cette qualité précise, la RSA, oui. Non seulement les combinaisons qui incluaient de l'entraînement en résistance n'étaient pas les meilleures, Mais encore, mais elles étaient moins efficaces que la simple combinaison pliométrie plus sprint. c'est fou. Comment les auteurs expliquent ça? Ajouter de la force pure devrait logiquement aider. Ils avancent une hypothèse vraiment fascinante, celle de l'effet d'interférence. L'effet d'interférence, c'est-à-dire, En gros, l'idée c'est que les adaptations physiologiques de la musculation lourde et celles nécessaires pour la RSA sont en partie contradictoires. comme si on demandait au corps d'aller dans deux directions opposées en même temps. Un peu, oui. C'est comme s'entraîner pour être un marathonien et un haltérophile. D'un côté, la muscu lourde envoie un signal pour construire de la fibre massive. De l'autre, la répétition de sprint demande des adaptations métaboliques. Recycler l'énergie très vite, gérer l'acidité. D'accord. Les auteurs suggèrent qu'en mélangeant les deux, le corps reçoit des signaux un peu confus. Et l'entraînement lourd pourrait interférer avec le développement de cette endurance très spécifique au sprint. C'est une information capitale pour les préparateurs physiques, ça. L'idée reçue plus fort égale plus endurant au sprint est donc une simplification. C'est une simplification, oui, et ça nous ramène au principe de base de l'entraînement, la spécificité. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un match? Des mouvements lents avec une barre lourde ou des mouvements explosifs et rapides comme en pliométrie? La réponse est évidente. Voilà, la combinaison pliométrie et sprint est biomécaniquement bien plus proche du jeu. Elle cible les qualités neuromusculaires clés, la vitesse de recrutement des fibres, la coordination et ce qu'on appelle la vitesse de développement de la force. Donc on cherche à rendre le système nerveux plus efficace, plus qu'à rendre le muscle plus gros. C'est une excellente façon de le résumer. La combinaison PT plus ST semble être la meilleure pour, disons, affûter le système nerveux à produire de la vitesse, encore et encore. Ces résultats sont passionnants. Est-ce qu'ils s'appliquent à tout le monde? Un jeune joueur de 16 ans et un basketteur pro de 28 ans, par exemple. C'est un point qu'ils ont vérifié. Et de manière assez intéressante, oui, les bénéfices semblent assez universels. L'effet était similaire chez les athlètes de moins de 18 ans et chez les adultes. Et pour les différents sports? Pareil, constant à travers les sports étudiés. Foot, basket, handball. Même quand la nature du test change, un sprint en ligne droite ou avec des virages. Exactement. Que le test soit en ligne droite ou avec des changements de direction, la conclusion reste la même. L'entraînement combiné et surtout PT plus ST est supérieur. Il y a donc une robustesse assez forte dans ce résultat. D'accord, mais il y a un autre aspect crucial, c'est la gestion de la fatigue. Est-ce que ce type d'entraînement rend les athlètes plus résistants? Est-ce qu'ils fatiguent moins vite au fil des sprints? Et là, on touche à une nuance très très importante de l'étude. Et la réponse est non. Ah, Les chercheurs n'ont trouvé aucune amélioration significative de ce qu'ils appellent l'indice de fatigue de la RSA. alors explique-nous. Si je suis plus rapide en moyenne, ça ne veut pas dire que je suis moins fatigué. Pas exactement. Imagine une série de 6 sprints. Avant l'entraînement, ton premier est en 4 secondes et ton dernier en 4,5. Tu perds une demi-seconde. Ok? Après l'entraînement, ton premier est en 3,8 et ton dernier en 4,3. Tu es globalement beaucoup plus rapide, ton meilleur temps et ta moyenne se sont améliorés. Oui, clairement. Mais la dégradation entre le premier et le dernier est toujours d'une demi-seconde. Proportionnellement, ta pente de fatigue reste la même. Tu pars de plus haut, mais tu descends à la même vitesse. C'est une distinction fondamentale. On améliore le moteur, sa puissance, mais pas le réservoir si on veut. C'est une bonne métaphore, oui. Avant de conclure, il faut qu'on soit honnête sur la solidité de tout ça. Les auteurs sont très transparents sur les limites de leur travail. Oui, et c'est un signe de rigueur scientifique. Ils expliquent que les 13 études qu'ils ont analysées présentent un risque de biais élevé. Risque de biais élevé. Ça sonne un peu inquiétant. Pourquoi? La raison est assez simple en fait. Dans ce domaine, c'est presque impossible de faire une étude en double aveugle. Ah oui, évidemment. L'athlète sait très bien s'il fait des squats lourds ou des sprints. On ne peut pas donner un placebo d'entraînement. Et ce manque d'aveuglement peut, même inconsciemment, influencer un peu les résultats.
Donc ce n'est pas que les études sont mal faites, c'est que le sujet lui-même est difficile à étudier de manière parfaitement objective. C'est précisément ça. Et à cause de ce risque, les auteurs ont dû qualifier la certitude globale des preuves de faible à très faible. Attention, ça ne veut pas dire que les résultats sont faux. Non, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut les interpréter avec une certaine prudence et qu'il faudra d'autres études pour confirmer ça, avec un plus haut niveau de certitude. Et il me semble qu'il y avait un autre bémol concernant les participants. Oui, et il est de taille. Sur les 13 études, une seule portait sur des athlètes féminines. Une seule. Une seule. Donc la quasi-totalité des données provient de populations masculines. On peut supposer que les mécanismes sont similaires, mais on ne peut pas l'affirmer. C'est une limite importante. D'accord. Si on met tout ça ensemble, quel est le message à retenir? Le message principal reste très fort. Pour la capacité à répéter des sprints, la stratégie la plus intelligente semble être de combiner la pliométrie et l'entraînement au sprint. Et d'éviter la musculation lourde dans ce bloc de travail spécifique à cause de l'interférence possible. Exactement. Cette approche surpasse les entraînements unimodaux et semble plus pertinente que les combinaisons avec de la force lourde pour cet objectif précis. Donc pour un coach ou une athlète, le mot d'ordre, c'est la spécificité. Travailler la vitesse et l'explosivité dans des conditions qui ressemblent au jeu. C'est ça. La combinaison pliométrie et sprint, c'est un peu le sweet spot. Elle développe la puissance neuromusculaire pour le premier sprint et elle habitue le corps à mieux gérer les efforts successifs. C'est un entraînement qui est à la fois neuromusculaire et métabolique. Et pour finir, j'aimerais qu'on reste sur une question ouverte. Si cette super combinaison rend les athlètes plus rapides, mais pas fondamentalement plus résistants à la fatigue, quelle est la pièce manquante du puzzle? Pour vraiment améliorer cette endurance de fin de match, où est-ce qu'il faut regarder? C'est la grande question qui reste. Est-ce que la clé est dans un travail purement métabolique, type HIIT, qui n'est pas tout à fait du sprint, ou est-ce que c'est une dimension psychologique, la capacité à tolérer l'inconfort, ou peut-être un autre type de combinaison? On n'a pas encore identifié la formule complète. Non. L'étude de Liu nous donne une réponse très claire et très utile. Mais elle ouvre la porte à de nouvelles questions passionnantes sur l'optimisation de la performance. Pour celles et ceux qui veulent creuser ces questions, on vous encourage vivement à consulter l'article original de Liu et ses collègues dans le Journal of Sports Science and Medicine. C'est une lecture dense, mais très très éclairante. Tout à fait. Et bien sûr, pour ne pas manquer nos prochaines explorations, pensez à vous abonner et à activer les notifications.